On est avec Céline Candelier et Bastien Vibert. Je suis Marie Beaurepaire, je fais partie de l'équipe Always Valentine's avec Céline et Philippe, le cofondateur. Et on est là pour vous parler aujourd'hui des infections sexuellement transmissibles, aussi connues selon le nom d'IST. Et Bastien Vibert va nous en parler un petit peu plus. Est-ce que, Céline, avant de commencer, est-ce que tu veux dire un mot? Je veux dire bonjour à tous les membres de la communauté. Je veux aussi remercier tous les nouveaux adhérents qui sont venus suite à nos rencontres contre Salon et à toutes les avancées qu'on peut mettre en place. Ça, c'est important. Et j'ai envie de dire que je pense notamment à une patiente, enfin une personne que j'ai croisée au contre-salon et qui m'a évoqué effectivement sa difficulté à pouvoir parler avec son compagnon, enfin ses compagnons ou ses partenaires, effectivement, de son herpès génital. Et donc, je trouve que et ce qu'elle me disait, c'est qu'effectivement, elle n'en parlait pas trop, elle ne savait pas comment en parler à ses partenaires, ils ne connaissaient pas trop. Quand elle n'en parlait pas, elle ne se sentait pas bien. Quand elle en parlait, effectivement, ils avaient peur. Est-ce qu'il fallait un préservatif, pas de préservatif? Enfin, rien n'était clair, en fait, dans toute cette histoire. Donc, ça tombe hyper bien comme rendez-vous. C'est clair, parce que du coup, Bastien, ce que je te propose peut-être, c'est que tu puisses te présenter un peu le CRIPS, et après on rentrera un peu plus dans le détail de à quel point c'est tabou ce sujet d'IST déjà en général, mais alors encore plus quand on a plus de 55 ans, laisse tomber, on nous distribue plus de capotes, il n'y a plus rien, plus de campagne de prévention. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et c'est un plaisir d'être là et bonjour à tout le monde. Donc moi, je m'appelle Bastien Vibert, je suis responsable des programmes VIH-Sida au CRIPS Île-de-France. Le CRIPS, c'est une association loi 1901, une association classique en gros, qui travaille notamment sur la santé sexuelle en direction des publics en Île-de-France, que ce soit sur des actions directes ou sur des formations ou des montées en compétences. Et encore une fois, ravi d'échanger sur un sujet aussi intéressant que celui-ci et qui peut malheureusement être tabou alors qu'il ne devrait pas l'être au final. Et je me permets également une petite aparté parce que je trouve que le système pair à pair développé par Always Valentine est quand même vachement intéressant et c'est un truc auquel on souscrit totalement et merci à vous et pour l'invitation et pour la méthode que vous développez. C'est très chouette. Merci beaucoup, Bastien. Nous, en fait, on est venu vers toi avec Always Valentine's en cherchant. En fait, on ne connaissait pas autour de nous dans nos réseaux de personnes expertes de ce sujet-là. Et on a vu ton nom sur un rapport que le CRIPS avait écrit qui visait spécifiquement les personnes de plus de 50 ans, plus particulièrement par rapport au VIH. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots peut-être sur pourquoi c'est si difficile de trouver des gens qui peuvent parler des plus de 50 ans et des IST en général? Le problème, c'est que le mot sexualité, le mot santé sexuelle, le mot sexe, c'est forcément pour les 18-25 ans. Après, c'est fini. Ça n'existe plus, parce que je me mets dedans, hein, j'ai 45 ans, donc j'existe plus, voilà. Je suis soit un papa, soit un divorcé, papa, n'importe, mais j'existe plus. Je suis pas encore grand-père, hein. Et en fait, la difficulté, c'est la difficulté de l'image qu'on a de la sexualité. C'est-à-dire que quand on a une femme qui entre dans une consultation, elle n'est pas forcément que mère ou elle peut être ce qu'elle veut. Et là, c'est pareil, la sexualité, en gros, on considère que les jeunes font n'importe quoi, donc ils ont besoin d'être protégés. Les jeunes ne peuvent pas décider pour eux-mêmes, c'est évident, c'est normal, hein, on doit leur dire ce qu'ils doivent faire, mais qu'à partir d'un certain moment, on arrive dans l'âge de raison, et cet âge de raison nous protège de tout. Parce que bien évidemment, l'âge est un critère de protection. Voilà. Donc non, mais en fait, c'est tout bête. Voilà. La sexualité, c'est 15-30 ans, et après 30 ans, on n'a plus de sexualité, on n'a plus de problème, tout va bien. Et alors que, et là, je reprends l'objet de Always Valentine, c'est ultra important. Les datas, elles sont très claires, les chiffres sont très clairs, les études sont très claires. Et évidemment que la sexualité nous concerne toutes et tous, concerne tous les âges, notamment les plus de 55 ans. Et on a une forme de tabou sociétal. Donc c'est vrai qu'en même temps, il y a peu de gens qui en parlent parce qu'on considère que c'est pas un sujet, alors qu'on fait c'est une méprise. Hein, je veux dire, je pense que là, j'enfonce une porte ouverte parce que, je pense que vous avez plus d'expertise que moi sur le pourquoi aujourd'hui on en parle moins. Et c'est ce pourquoi vous avez développé ce type de méthode de réponse avec des ambassadeurs, etc. Donc,
Voilà, c'est ma réponse en tout cas. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Et même le terme de santé sexuelle, en fait, parce que, alors moi, je parle à la fois, j'ai la casquette de fondatrice d'Always Valentine, mais la casquette de médecin aussi. Et beaucoup de mes patients peuvent me dire qu'effectivement, jamais leur médecin ne parle de santé sexuelle. Alors, je ne sais pas si tu peux nous dire un mot sur cette définition-là de la santé sexuelle. Je pense que c'est important d'en parler, quoi, de dire à tous ça existe, c'est important, allons-y. La santé sexuelle, ça ne doit pas être tabou. Déjà, c'est un mot qui peut faire un peu peur parce qu'il y a le mot sexualité, il y a le mot sexe. En fait, c'est pas seulement l'absence de pathologie d'infection sexuellement transmissible, c'est aussi toute une dimension de sexualité agréable, avec du plaisir. Alors, évidemment, il y a le notion de consentement à l'intérieur, qui est absolument primordial, évidemment sans violence. Et c'est une notion qui a été définie par l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est un truc qui fait office de source officielle pour les États notamment, mais on insiste beaucoup plus, pas seulement sur une vision pathologie, mais une vision globale, holistique de la personne, et qui prend en charge, encore une fois, j'insiste beaucoup dessus, l'absence de violence et surtout le plaisir. Puisqu'au final, on va être franc, la sexualité, c'est bien, ça fait du bien à sa ou ses partenaires et à soi-même. Donc, en effet, la santé sexuelle est une dimension de la santé. C'est pas juste un à côté, ça fait partie d'une santé globale. Et c'est pour ça que les pros de santé, dans leur globalité, et c'est pour ça que nous, en tant que patients, on doit prendre en compte cette dimension de la santé parce qu'elle fait partie de notre santé aussi bien que la santé physique. Quand on va voir le docteur, quand on parle, je sais pas quoi, d'une grippe, etc., on doit pouvoir parler de notre santé sexuelle de la même manière, avec la même facilité. Donc voilà, donc retenir cette définition très large de l'OMS. Et on aimerait que ce soit comme ça. Ouais. Une définition idéale, effectivement. Juste peut-être pour redonner un poil de contexte, je t'entendais parler d'une vie affective et sexuelle sans violence. Là, du coup, on parle au lendemain, on peut dire, du 25 novembre, qui était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce live sera diffusé le 1er décembre, qui est une autre journée spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots peut-être? Le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le VIH. C'est une journée qui a pas mal d'années, etc. C'est une journée qui est une journée de communication. Alors, au début, évidemment, c'est une journée du souvenir, hein, mais aujourd'hui, les acteurs de la lutte contre le VIH en font une journée aussi où on porte des revendications, on porte des communications et on en fait une journée aussi d'information pour le grand public. Et c'est ce que ça va être d'ailleurs pour le CRIPS également. Ça sera une journée où on va parler des sondages qu'on a pu faire, des choses comme ça, etc. Et je me permets de faire le lien avec le 25 novembre parce qu'aujourd'hui, le VIH, évidemment, c'est une maladie transmissible, donc c'est un virus. Mais c'est un virus qui est vraiment très lié aux conditions de vie et à la précarité et au patriarcat et aux violences aujourd'hui. Et je n'insisterai pas trop dessus parce que ce n'est pas forcément l'objet de ce temps-là, mais il faut savoir que dans le monde, c'est la première cause de mortalité chez les femmes, chez les filles et femmes de 15 à 49 ans, et qu'on estime que le pourquoi de ça, c'est parce qu'elles ont subi des violences tout au long de leur vie. Donc, en effet, il y a un lien très fort entre les violences et l'acquisition du VIH. Voilà, je vais faire la parenthèse, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais je pense que c'est un sujet important, évidemment primordial et important. Complètement. Et alors moi, j'étais un peu bluffée par un des chiffres, parce qu'on a un peu préparé la conférence, on le dit à tout le monde, mais sur effectivement le pourcentage d'infection en fait par le VIH chez les seniors en fait. Alors je vais te laisser présenter le chiffre, mais je pense que si on posait la question à nos auditeurs, je pense qu'ils seraient effarés, ils n'imagineraient jamais ce chiffre-là en fait. C'est vrai que c'est un vrai sujet d'étonnement. Et pour tout le monde, hein, quand on en parle, les gens disent mais vous êtes sûr? Oui, on est sûr parce que c'est les chiffres. Enfin, voilà, c'est les stats officielles. Il y a un quart, donc 25%, l'ensemble des contaminations qui sont découvertes chez les plus de 50 ans. On a toujours, je pense, je pense que tout le monde, une bonne partie de celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, se disent oui, le VIH, c'est surtout chez les 18-35 ans, on va dire. Non. Voilà, c'est les stats. Alors,
c'est les stats qui sont liés et qui sont d'ailleurs qui augmentent. Hein. Entre guillemets, on n'est pas passé de 30% à 25%, on est passé de 12% il y a 15 ans à aujourd'hui 25%. Oui. Donc on a une montée des contaminations chez les plus de 50 ans. Et il faut bien savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de manières de se protéger du VIH et des IST, mais en tout cas, l'âge n'est pas un moyen de prévention. C'est pas parce qu'on estime que oui, mais à 55 ans, c'est bon, j'ai fait ma vie. Peut-être, mais les IST et le VIH, eux, ils ne font pas de différence entre une personne de 75 ans et une personne de 18 ans. Il n'y a pas de choix par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a toute une notion, mais que vous mettez en œuvre, hein, Ouais. un système de pair à pair et aussi une notion d'éducation des personnes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est même le cœur de la réponse, en fait. Ouais, j'aime beaucoup. On pourrait imaginer une campagne publicitaire avec l'âge qui dit que l'âge ne protège pas. C'est énorme parce que c'est tout à fait ça. Le préservatif dans la main et son âge dans le le protège du VIH. Mais c'est presque ça. Et c'est vrai que c'est marrant, dès qu'on en parle à les médecins, ils sont plus au courant, mais tout ce qui est politique publique, etc., les gens, ils hallucinent. Ils disent, oui, mais pour nous, le VIH, c'était une maladie, VIH égale jeune. Oui. Bah non. Et c'est bien pour ça que l'éducation à la sexualité, elle doit se faire, ou en tout cas, là, se prendre soin de soi, c'est tout au long de sa vie. Dire à 30 ans, ça ne s'arrête pas. Au contraire, puisque on a une augmentation des cas de VIH chez plus de 50 ans, ça veut bien dire qu'il y a une moindre protection. Parce qu'aujourd'hui, le VIH, c'est pas comme certaines maladies qui sont génétiquement, enfin voilà, où il y a une partie de génétique. Là, le VIH, on peut s'en prémunir. D'ailleurs, il n'y a pas de vulnérabilité génétique. Ça n'arrive pas comme des malformations cardiaques ou comme certains cancers où il y a des. Ah non, la santé sexuelle, et ça, c'est super intéressant, on peut décider pour nous-mêmes. Et ça, par rapport à d'autres pathologies, c'est vraiment intéressant. On entendait, ce qui était intéressant, du coup, on était au contre-salon de la vieillesse la semaine dernière. On entendait une dame, un discours que j'entends souvent, moi qui suis animatrice de prévention auprès de plutôt des 18-25 ans, justement. Oui, mais comment dire à un partenaire qui a bien plus de 50 ans que les préservatifs, c'est pas évitable, en fait. Et je me suis dit, c'est incroyable, c'est quelque chose, j'avais l'habitude qu'une jeune femme de 18-19 ans me pose la question. Je me suis dit, bon, son partenaire a peut-être pas beaucoup d'années d'expérience derrière lui, peut-être qu'il pense que. Mais à 55 ans en plus, j'avais un petit peu ce moment de surprise. Donc, c'est le tabou. C'est-à-dire que c'est comme si. Aujourd'hui, c'est marrant parce que je trouve que, par exemple, le sport, si on prend le sport, c'est valorisé dans notre société. Faire du sport à tous les âges, c'est hyper valorisé. Mais là, on n'a pas passé le cap encore. Avoir une sexualité heureuse, sympathique, que ce soit avec un seul ou une seule partenaire ou plusieurs, c'est comme s'il y avait un tabou. Mais on y arrivera. Sauf que ça prend un certain temps et c'est dommage. En effet, c'est quand même fou qu'on se dise qu'à 50 ans et plus, on est un peu peur de. On revient, on se retrouve adolescent en ayant peur de proposer un préservatif. Enfin, mais voilà, c'est tout un travail d'éducation et surtout de pair à pair et d'avoir des modèles positifs de seniors qui parlent, qui disent leur sexualité. C'est inspirant. Enfin, je veux dire, c'est chouette. Et surtout, on en trouve, c'est ça qu'avec Marie, en fait, on a des seniors qui sont motivés, en fait, pour effectivement porter la parole, se former, expliquer aux autres. Donc, effectivement, il faut absolument pas s'en priver dans des moments où je pense que, comme vous le dites, le pair à pair, c'est ce qui fonctionne le mieux. La pair aidance, c'est aujourd'hui, alors pour la santé, par exemple, la santé mentale, on le développe beaucoup parce qu'on voit bien qu'effectivement, ça marche et c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a le sachant, et il y a le non-sachant, mais qui vit ce qui est la même chose. Et donc, qui peut expliquer, qui peut transmettre des choses qui sont sur un autre canal, plus horizontal que vertical. Et ça, c'est hyper important, effectivement. Hein, et c'est pour ça qu'effectivement, on a vraiment à cœur de développer ces ambassadeurs pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent porter effectivement à leur communauté, j'ai envie de dire, hein. Voilà, si on peut parler en termes de communauté, à leur communauté d'âge, puisqu'on parle de l'âge depuis tout à l'heure, effectivement, les informations et l'éducation. Et par exemple, je pense que même, et ça, on te posera la question sur qu'est-ce que c'est le VIH, qu'est-ce qui existe comme prévention vis-à-vis du VIH, parce qu'on parle effectivement du préservatif, mais il existe d'autres choses aujourd'hui aussi. Hein, et je pense que
déjà le préservatif, c'est moyen. Alors les autres choses, je ne sais pas où on en est. Alors si tu peux nous faire un petit topo dessus, ça serait bien. Là, l'avantage du VIH et des autres IST, c'est comme on se disait, c'est qu'on a les solutions. Et ça, c'est quand même très chouette, parce que pendant des années, en gros, c'était soit le préservatif, soit rien, et quand on mettait rien, on était exposé. Aujourd'hui, le préservatif, déjà, il y en a deux sortes. Il y a le préservatif interne et le préservatif externe, qui peut permettre comme ça d'avoir toutes les solutions possibles. Il faut savoir que le préservatif interne, en plus, il peut être mis assez en avance, ce qui peut être extrêmement intéressant pour certaines soirées ou certaines situations où on a cette envie d'avoir une sexualité et de ne pas se préoccuper de savoir si un préservatif, il est déjà mis, donc c'est comme ça, c'est parfait. Après, ça s'intègre dans un truc qui s'appelle la prévention diversifiée. En gros, la prévention diversifiée, c'est très simple. C'est quand même un menu au restaurant. En fait, on n'a pas forcément plat unique au restaurant. On n'est pas obligé de prendre des hamburgers frites tous les jours. On peut aussi avoir ce menu-là. Et tout le boulot, notamment des ambassadeurs et pas que, c'est d'ouvrir ce menu aux gens en disant, voilà, aujourd'hui, vous avez le choix en fonction de vos envies, votre situation. Le seul truc, c'est que dedans, il n'y a pas l'absence de prévention. Il y a juste tout un menu de choses très chouettes qui sont donc les préservatifs qu'on a pu le dire, internes et externes. Il y a la PrEP. La PrEP, c'est donc un médicament qui est en plusieurs, médicament qui protège du VIH quand on est une personne qui ne vit pas avec le VIH. Donc, c'est un peu comme le système de anti-palu. Hein. Donc, on est protégé de la contamination en prenant une pilule par jour, en gros. Il y a le dépistage. Alors là, le dépistage, je pense qu'on va y revenir parce que c'est quand même la pierre angulaire de la lutte contre les IST et surtout du prendre soin de soi et des autres. Donc aujourd'hui, le dépistage du VIH, il est hyper simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple. Soit vous allez dans un labo pharmaceutique et un labo d'analyse, pardon, pas pharmaceutique, excusez-moi, c'est un labo d'analyse médicale et vous faites vous faites une petite prise de sang, vous avez votre résultat soit le soir, soit le lendemain, hyper rapide. Soit vous êtes dans un CEGID. Le CEGID, c'est un centre de dépistage où vous pouvez en plus faire un petit check global, c'est-à-dire que certes, vous venez pour un VIH, mais en même temps, vous allez faire un check un peu sur les autres IST. Et vous allez aussi peut-être parler d'autres problématiques de santé sexuelle. Et la personne pourra vous renvoyer vers des spécialistes s'il y en a besoin. Il y a l'autotest. L'autotest, c'est très simple. Vous allez en pharmacie, vous demandez un autotest, vous le faites chez vous. Voilà. Parce que l'autotest peut permettre d'être rassuré. Et si on n'a pas envie d'aller dans un centre ou de parler à quelqu'un, au moins, alors il faut toujours savoir que l'autotest, par contre, c'est important, il faut toujours qu'il soit revalidé derrière en cas de séropositivité. C'est extrêmement important. Et bon, de toute façon, c'est marqué dans tous les trucs, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Et j'ai oublié le TROD, pardon, le dépistage rapide, qui se fait surtout via des associations qui viennent dans des lieux où il y a moins d'offres de dépistage. Donc, c'est une goutte de sang. Alors, est-ce que ça fait mal? Non. Je peux vous le promettre. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec le sang. Donc, je peux vous promettre que ça ne fait pas mal et que vous avez un résultat en un quart d'heure. Et en effet, s'il y a... c'est aussi... Ce qui est intéressant avec le dépistage, c'est aussi un temps où on peut parler. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Parler de santé sexuelle, on ne peut pas tout le temps le faire. Mais ça fait du bien. Et ça, c'est un espace qui est safe, justement. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, il y avait, je reprends, les préservatifs, les dépistages, la PrEP. Faut savoir que la PrEP, j'aurais dû en parler, mais la PrEP, on a eu, peut-être que certains et certaines qui nous regardent connaissent le principe de la PrEP et se disent, oui, mais c'est que pour les gays, c'est comme ça qu'on en a parlé. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, donc un organisme officiel étatique, dit qu'il faut parler de la PrEP à toute personne sexuellement active. Ça ne veut pas dire que la personne en aura besoin, ni le voudra, mais ça veut dire que ça lui ouvre, toujours pareil, le menu au restaurant. Après, il y a ce qu'on appelle le TPE. Le TPE, c'est très simple, c'est un traitement d'urgence contre le VIH. Aujourd'hui, si vous avez été exposé au VIH ou si vous avez pensé l'être, il faut venir c'est un traitement qui est gratuit, qui dure 30 jours, qui est disponible dans toutes les urgences hospitalières. Vous y allez. Un questionnaire vous sera fait pour savoir si vous avez été exposé au VIH.
Et si vous avez été exposé, vous serez mis sous traitement antirétroviral pendant 30 jours. Alors, est-ce que c'est agréable? Non, oui, ça peut provoquer des diarrhées. Voilà, en gros, c'est les effets secondaires. Mais très honnêtement, entre des diarrhées et une infection à VIH, bon, je pense que le choix est vite fait. Donc, il ne faut pas hésiter à s'y rendre. Alors, en effet, vous allez attendre aux urgences. Oui, vous allez attendre. Mais encore une fois, ça vaut le coup derrière, au moins, de parler à un ou une professionnelle de santé. C'est ça qui est important. Après, le ou la professionnelle de santé vous dira si, à son avis, en fonction des critères très précis, il y a eu exposition. Ce ne sera pas un truc au pif, hein, bien évidemment, mais c'est important. Et dernier élément de cet éventail de prévention, c'est le TASP. Alors, c'est un acronyme, c'est un mot qui veut dire le traitement comme outil de prévention. Alors, ça, c'est une des révolutions thérapeutiques de ces dernières années. Alors, ça a quand même 15 ans d'ancienneté. C'est simplement dire que grâce au traitement qu'une personne séropositive prend au quotidien, eh bien, le virus, le VIH, ne peut pas sortir du corps de la personne. Ça veut dire qu'une personne qui est sous traitement ne peut pas contaminer sa ou ses partenaires. C'est prouvé depuis 15 ans, c'est ultra prouvé, c'est ultra prouvé. Donc, aujourd'hui, voilà, au pire, si vous rejetez une personne séropositive, au pire, vous vous privez d'une belle rencontre potentielle, hein. Mais en tout cas, sachez que la personne, il n'y a pas de risque d'acquisition du VIH si la personne est sous traitement. Ce qui veut dire qu'il faut que la personne y ait accès, bien évidemment, mais en France, on a cette chance parce que le système de santé fonctionne encore correctement. Alors après, je sais que certains et certaines ne seront pas forcément d'accord, mais enfin, nuanceront le propos en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a les préservatifs, TPE, PrEP, dépistage et TASP. Donc, donc de tout ça, en fait, c'est comme tous les outils, hein, il faut les utiliser. Parce que c'est bien beau de les avoir, mais si on ne les utilise pas, ils ne servent pas à grand-chose. Mais en tout cas, l'éventail, il est là, il fonctionne et tout ça est très facilement accessible. Alors, je voudrais juste en parler juste de la PrEP parce que ça peut intéresser certains et certaines. La PrEP, c'est extrêmement simple, hein, pour aujourd'hui avoir accès à la PrEP. Vous en parlez soit à votre médecin spécialiste, soit à votre médecin traitant. Il y aura une petite procédure, notamment sur les dépistages. Et après, vous aurez en effet des périodes de 3 mois, vous aurez une ordonnance de mise sous PrEP. Je pense que ce qui est hyper intéressant dans la PrEP, au-delà d'être protégé du VIH, et c'est tant mieux, c'est que vous aurez aussi tous les 3 mois un temps où vous pourrez parler de santé sexuelle. Parce que tous les 3 mois, vous avez besoin de refaire des checks sur d'autres IST. Donc l'avantage, c'est que vous aurez un suivi en santé sexuelle extrêmement serré, mais en même temps, vous aurez ces temps où vous pourrez discuter. Et ça, moi, j'avoue, je trouve ça plutôt chouette, simplement. Plutôt simple, ça ouvre des espaces. Ouais. Et effectivement, ce qu'on dit souvent, c'est que quand on rencontre des nouveaux partenaires, des personnes qui ne se sont pas forcément fait tester avant, en général, la recommandation, c'est plutôt un dépistage tous les 3 mois. C'est bien ça. Idéalement, ça va dépendre un peu des profils des populations concernées. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce qu'en effet, alors, de toute façon, quand on change de partenaire, le mieux, c'est de faire un check. En effet, là, je te rejoins complètement. C'est les recours. Et puis même, en fait, faire un dépistage, qui est vachement intéressant, c'est qu'on ne le fait pas que pour nous, en fait. Ou que pour soi, pardon. On le fait pour là où les partenaires. Et ce qui est vachement chouette, c'est que c'est un geste vachement altruiste, en fait, au final. On se dit, ouais, mais tu te dépistes pour toi-même. Mais non, c'est pas vrai. Parce que si j'ai une IST, je suis traité, et donc je casse la chaîne de transmission, si j'en ai pas, je continue à pas en avoir parce que ça me fera penser à ma prévention. Donc aujourd'hui, en effet, faire un check IST, c'est hyper simple, hein. C'est vraiment, enfin, il y a certains trucs qui nécessitent que ça prenne 1 heure ou 2. Là, un check IST, c'est hyper rapide, c'est hyper simple, ça fait pas mal, il n'y a pas de problème, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Et en effet, en fonction des types de population, il y a certaines fois où certains dépistages sont plus recommandés de manière plus régulière que d'autres. Après, on peut avoir les recours officiels, on peut aussi se connaître soi-même et se dire, est-ce que je fais partie de ces populations-là? Je pense notamment parce qu'on sait qu'en santé sexuelle, être gay,
va pas nous imposer, mais va imposer des checks un peu plus réguliers en santé sexuelle, parce qu'on est plus exposé à certaines IST que d'autres, enfin que d'autres populations. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les personnes HSH. Les personnes HSH, c'est des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc, c'est des personnes qui ne se revendiquent pas, qui ne se réclament pas, qui ne se disent pas gays, pour plein de raisons différentes, euh, mais qui vont avoir cette activité qui peut être exposante. Donc, en effet, même si la personne ne se revendique pas gay ou ne se dit pas gay, bah, quand on a des relations sexuelles avec d'autres hommes, on se fait des checks un peu plus réguliers, parce qu'en effet, en termes de prévalence, il y a plus d'IST chez les personnes LGBT. C'est comme ça, c'est pas un drame, loin de là. C'est juste que ça nécessite d'aller voir un peu plus, d'aller checker un peu plus souvent ces IST. C'est pas bien grave. Et si ça permet de casser les chaînes de transmission, bah, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. En parlant de ça, ça me fait penser à quelque chose que quelqu'un au contre-salon a pu dire pendant un atelier auquel vous interveniez, Céline et Philippe. Il y a certains dépistages qui ont un âge limite. Et j'étais en train de penser au frottis vaginal. J'ai l'impression qu'il est très associé à une période de vie pendant laquelle on va proposer facilement de la contraception, on va proposer facilement ce frottis. Alors qu'en réalité, même quand on a une activité sexuelle qui ne peut pas provoquer on peut pas tomber enceinte, soit parce qu'on a une vie affective et sexuelle liée avec d'autres femmes, par exemple, donc avec d'autres femmes, ou parce qu'on est au niveau de l'âge de la ménopause. Le papillomavirus, par exemple, il s'en fiche, tout pareil, il s'en fiche de l'âge qu'on a, a priori. Donc, je suis en train de faire le lien en même temps en me disant, bah, ce frottis, finalement, on arrête de le proposer alors que tu me dis, Bastien, j'étais en train de réaliser en même temps, au final, le papier, il faut continuer de le... Mais c'est ça que moi j'ai l'impression, mais après, que chez les femmes, à partir du moment où il y a un moins d'intérêt sur le contraceptif, entre guillemets, je m'ai dit un petit peu, voilà, en gros, la santé sexuelle, elle est réglée, quoi. En gros, pas de contraception égale, bon, bah, c'est bon, la santé sexuelle, c'est fini. Ah bah oui, mais non. Et heureusement, d'ailleurs, c'est quand même, c'est quand même le but d'une sexualité, c'est qu'elle ne s'arrête pas. Il n'y a pas de date de péremption et encore heureux, hein. Donc, en effet, oui, il y a sans doute peut-être des recours officiels à modifier, mais c'est surtout on y revient, de toute façon c'est toujours pareil, hein. C'est pour ça que le pair à pair, c'est vraiment le truc qui marche le mieux, et les data nous le disent, hein. C'est modifier l'image de la sexualité, parce que à chaque fois on dit oui, mais tu as fini avec le contraceptif, à la contraception, donc c'est plus la peine. Ou toi, tu es un homme, tu as 40 ans, bon, bah, tu n'as plus de sexualité, ou si tu as une sexualité, c'est uniquement avec, évidemment hétéronormé, avec ta femme, et ça ne bouge pas. C'est nier les chiffres, en fait. Alors, on peut avoir envie de cette moralité. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je veux dire, chacun peut penser ce qu'il veut, et encore heureux. Mais les chiffres, la réalité chiffrée, elle est différente. Donc, en effet, bah, la santé sexuelle, c'est à tous les âges. Et il faut que les personnes qui sont concernées par l'âge en parlent quand ils sont dans un parcours en santé. C'est vraiment important. Et il faut aussi que les pros de santé, dans leur globalité, accueillent cette parole sans la juger ou sans la trouver déplacée. Encore une fois, quelqu'un de 70 ans qui fait du vélo et qui fait du 30 km/h sera jugé merveilleux. Est-ce qu'une personne qui a une activité sexuelle tous les jours à 70 ans sera jugée merveilleuse au même point? J'espère. J'espère. Elle ne fera peut-être pas la une de BFM, mais j'espère. Et on le voit bien, puisqu'en accordant un espace de parole à ces personnes-là, on voit bien que y a des questions et des questions et des questions, et ils rebondissent sans cesse parce qu'ils ont envie aussi, et qu'ils ne trouvent pas cet espace-là, en fait, clairement. Et alors là, j'en reviens un peu effectivement à notre sujet. Et alors, on a parlé du VIH, mais il y a d'autres IST. Et ce serait bien qu'on puisse parler en fait des différents. Enfin voilà, que tu nous fasses une petite information sur les différentes IST qui existent, parce que je t'ai parlé notamment de l'herpès virus, mais il n'y a pas que celui-ci. Bah, alors, juste, des fois, peut-être certaines des personnes qui nous regardent vont entendre parler de MST, IST, et est-ce que c'est la même chose?
Bon, globalement, on parle plus d'infection sexuellement transmissible plutôt que de maladie, puisque maladie, ça veut dire qu'il y a un symptôme visible. Et aujourd'hui, la plupart des IST n'ont pas de symptômes directs. Donc, c'est pour ça qu'on parle plus d'infection sexuellement transmissible. Et il faut savoir que quand on parle d'IST, on ne parle pas forcément de pénétration. Parce qu'à chaque fois, on se dit, une IST, c'est oui, mais j'ai pas besoin, j'ai pas eu de pénétration ou j'ai pas pénétré. Oui, non. Les IST, ça peut se transmettre par du sexe oral ou par des caresses. Voilà, c'est comme ça. Et troisième difficulté des IST, et c'est bien pour ça que la solution, on la connaît, c'est le dépistage, c'est qu'elles sont souvent, je dis, sans symptômes, asymptomatiques. Et donc, ça veut dire que la seule manière de savoir, c'est soit être... c'est le dépistage, en fait. C'est simplement le dépistage. Et peut-être quelque chose que beaucoup font et on ne peut pas le juger, mais c'est qu'à un moment, une IST, dans la plupart des cas, ça ne se guérit pas tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir soit le courage, soit peu importe, il faut ouvrir un moment, en parler, parce que, notamment pour une syphilis, la syphilis, si on laisse traîner, c'est très embêtant, voire très, très embêtant. Donc, ne pas laisser s'installer. Oui, bien sûr qu'on a toujours mieux à faire qu'aller chez le médecin. Oui, on trouvera toujours une excuse pour ne pas se rendre au rendez-vous de 18h30. Bien sûr on aura toujours des excuses. Mais pendant ce temps-là, l'IST, elle est dans le corps. Et ça part pas. Hein. C'est comme les impôts. Hein. Ça nous suit. Hein. Donc, ça part pas et ça se guérit. C'est ça aussi ce qui est super. C'est oui. que ça part pas, mais que ça se guérit. Oui, et c'est ça qui est quand même chouette, parce qu'on se dirait, mince, il y a des trucs, il y a des pathologies où on n'arrive pas, et là, en effet, il y a quand même une bonne nouvelle quand même, donc ça, c'est plutôt chouette. Peut-être dans les IST les principales, ouais. Donc il y avait évidemment chlamydia, gonorrhée, syphilis, les hépatites ABC, HPV et herpès, bien évidemment. Oui. Herpès. Alors, soit je peux faire un check parce que je m'étais mis des petites antisèches à côté, soit qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant par rapport aux personnes qui regardent. Vous pensez que je fais un petit check de toutes les IST ou qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant? Moi, je pense que c'est surtout comment on s'en protège, en fait. Après, nous, on l'a dit, effectivement, on les attrape. Alors, ce qui est important, et c'est ce que tu l'as dit, c'est comment on les attrape, effectivement, et c'est pas forcément par une pénétration. Ça, je pense que ça, c'est important de le répéter. Hein, c'est-à-dire que les caresses, les caresses génitales, les caresses orogénitales, oro-anales, enfin, c'est par toutes ces choses-là qu'on peut les attraper. Ça, c'est important. Je pense qu'on insiste bien là-dessus. Et puis, sur, effectivement, comment on se protège, en fait, hein. Là, la protection, elle est préservatif. Voilà. Tout bêtement, ça veut dire que les préservatifs, alors, il faut en avoir chez soi, hein, je veux dire, chez soi ou chez son. Mais c'est-à-dire qu'il faut savoir où ils sont. Des fois, c'est tout bête, mais des fois, faut s'être réentraîné quelquefois à en remettre parce qu'on avait peut-être une période de vie dans laquelle on n'a pas mis. Ah, ça nous sert. Ah, ils n'étaient pas comme avant. Oui, mais les préservatifs, c'est comme tous les plats au restaurant. Il y en a plein. Il y a des parfums différents, il y a des tailles différentes, il y a des épaisseurs différentes. Et il faut, au même titre que quand on essaye une veste, on va faire plusieurs essayages. Moi, j'allais parler de paire de chaussures, mais c'est la même chose, effectivement. C'était plus imagé. Mais il faut essayer. Enfin, il n'y a pas de honte à essayer quelque chose qui va nous permettre d'avoir du plaisir et d'être protégé et d'avoir du plaisir. Aujourd'hui, les personnes chez qui vous allez acheter des préservatifs sont des personnes qui ont aussi une sexualité. Et je m'excuse, alors j'ai une comparaison qui n'est pas terrible, mais vraiment je la pense, donc je suis désolé, j'espère que. Mais quand on achète du papier toilette, on n'a pas honte d'acheter du papier toilette. Pourtant, on pourrait se dire, c'est encore plus tabou. Mais non. Donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui, c'est très simple d'acheter des préservatifs, c'est très, très simple d'avoir des préservatifs différents. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour une IST, on met un préservatif, on n'a pas honte de soi. Et encore une fois, parler d'une IST, ça ne devrait pas être un sujet tabou. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on parle d'IST, on imagine la personne un peu sale, parce que c'est comme une petite souillure. Pourquoi avoir une blessure quand on fait un marathon, c'est pas grave.
avoir une IST, c'est pas grave. Le principal, c'est de savoir comment on réagit. Ça nous arrivera, je pense, à une majorité de personnes au cours de notre vie. La question, c'est pas de savoir ah zut, moralement, c'est terrible, Voilà, etc. on n'est pas Non, fautif, on n'est pas fautif de ça, exactement. Ce que tu dis, c'est le truc moral en fait qui pèse. C'est si je vais en parler, en fait, c'est que je suis fautif. J'ai eu un comportement inadapté, contraire à la morale. C'est tout ça qui pèse, c'est tout ces choses-là. Et comme tu le dis, c'est ça, c'est que on n'est pas fautif, quoi. Non, on n'est pas fautif et je pense qu'il faut être fier de soi quand on prend soin de soi. C'est vraiment important. C'est pas juste dire je vais en parler. Bon, j'ai un peu. Non, quand on prend soin de soi et des autres, faut être fier de soi. Il faut aussi avoir devant soi une personne qui nous accueille en étant valorisant. Ouais. Mais moi, je pense que c'est pas neutre de prendre soin de soi. Voilà. Donc après, il faut aussi rappeler que quand on parle des IST, souvent, on va en parler alors, soit des personnes de notre entourage sur lesquelles, en effet, on peut avoir un dialogue si on a confiance, mais on va surtout parler à une ou un professionnel de santé qui est soumis au secret médical. Donc, même si on a peur, c'est pas grave. La personne, elle le gardera pour elle. Et je pense, moi, je suis pas un professionnel de santé, mais je pense qu'un professionnel de santé ou une professionnelle de santé a vu bien pire dans sa vie que quelqu'un qui dit ça me gratte aux parties génitales. Je pense que la personne en aura toujours plus inquiétant. Donc, Tout à fait. aussi relativiser les choses. Ça, et puis moi, Marie, je veux juste une petite chose sur dire, si tu me permets, je suis désolée, j'avais vraiment envie de rebondir sur le fait, effectivement, préservatif ou dépistage, parce que je me souviens d'un couple, ou un nouveau couple, et où le monsieur dit « Ouais, mais moi, c'est déjà compliqué mon érection, alors après, quand je mets un préservatif, c'est encore plus compliqué, alors j'aime pas. » Donc, dans ce cas-là, ok, on peut accepter ça, c'est ok, mais on fait le dépistage avant. Il y a ces deux, c'est l'un ou l'autre, en fait. C'est l'un ou l'autre, et rien d'autre, en fait. On est d'accord. Et après, par rapport au préservatif dépistage et par rapport aussi peut-être à une difficulté par rapport au préservatif, il y a autre chose que la pénétration dans la sexualité. Et donc, il y a plein de façons, enfin, il y a suffisamment de jouets, de sextoys pour avoir une sexualité agréable. Il y a des pratiques qui ne sont pas pénétratives et ça se passe très bien. Donc, il faut aussi ouvrir son champ des possibles et pas avoir une lecture très pénétration et voilà. Enfin, alors là, les femmes seniors en sont convaincues. Les hommes, beaucoup moins. N'est-ce pas, Marie, de ce qu'on peut voir? Des retours qu'on a eu au salon à nouveau. Mais c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir, Céline, par rapport à la résistance aux préservatifs. Il peut y avoir aussi une résistance dans le cas d'un couple hétérosexuel de la dame, dont les parois vaginales peuvent être affinées, un peu plus sensibles. Et alors là, du coup, le latex ou le silicone du préservatif peut être. Et alors, un truc que j'ai appris, que je transmets de plus en plus souvent, c'est que les préservatifs arrivent déjà lubrifiés, mais peu de gens savent que ce lubrifiant sert uniquement au déroulement du préservatif et pas du tout suffisant pour un rapport sexuel, et encore moins quand on a déjà peut-être un peu de sécheresse ou autre. Et du coup, Bastien, ça fait exactement la transition avec ce que tu disais par rapport soit aux pratiques non pénétratives ou au fait d'utiliser des produits. Il y a des trucs super aujourd'hui qui sont des lubrifiants, qui font aussi massage. Alors j'allais dire huile, surtout pas d'huile, surtout pas d'huile qui rendent les préservatifs poreux. Mais en tout cas, il y a des lubrifiants un peu plus à base d'eau ou à base de silicone qui permettent à la fois de faire massage corporel et pour les parties intimes qui sont compatibles avec les préservatifs. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable, quoi. Et ça facilite aussi peut-être l'utilisation du préservatif si c'est ce qu'on a choisi. Exactement, totalement. J'avais presque envie de faire une petite page de pub pour vous dire d'aller voir sur la boutique d'Always Valentine parce qu'on en a choisi plein. Avec Céline, on a 2 partenaires chez Always Valentines qui sont Goliath et Yes for Love. Tout est produit en France, tout est bio, vegan. Et on a vraiment passé un peu de temps avec Philippe et Céline à choisir des produits qui conviennent pour toutes les possibilités de jouer, de s'amuser et de profiter avec ou sans préservatif, mais en étant dépisté au maximum. Et produit. Tout à fait. On est tous les 3 d'accord. Carrément.
Et, Bastien et Céline, j'avais une dernière, ou en tout cas une question pour vous, qui faisait écho à Céline quand tu présentais un peu le sujet de cette patiente qui savait pas très bien comment ou quand parler de son IST à ses partenaires ou à son ou ses partenaires. Est-ce que vous avez des recommandations pour ça? Comment le dire, quand, qu'est-ce que vous en pensez? Je commence, Céline, ou Allez, vous voulez... vas-y, je t'en prie. Alors, je ne sais pas si ça va, comme ça, on va confronter les opinions. Oui, exactement. On va faire ça. Bah, moi, une IST, alors c'est peut-être un avis biaisé parce que, mais moi, je considère qu'une IST, c'est déjà, évidemment, c'est pas une saleté, c'est pas sale. C'est pas grave si on est dépisté et si on prend en charge. Donc, il y a des conditions quand même, hein. Mais ce qui est embêtant, c'est de ne pas en parler au final. Donc, et puis, pour certains et certaines, ça peut être vu comme une absence de confiance. C'est-à-dire, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que je t'en ai pas parlé avant parce que j'avais peur que tu me dises que tu ne veuilles pas parce que je suis sale. Et si je t'en parle plus tard, tu vas me dire pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant. Donc, moi, à titre personnel, moi, je conseille d'en parler. Et par contre, d'être très au clair. Et ça suppose un travail d'information ou soi-même en direct, soit via du pair à pair, mais d'être à l'aise avec ce que c'est qu'une IST. Et de pouvoir expliquer aussi à l'autre, parce que bien souvent, l'autre ou les autres, ils ne savent pas ce que c'est en fait. Donc, au final, les gens, ils en ont peur, mais au final, quand on explique, on se dit, bon, ok, donc c'est un truc, tu peux en guérir facilement, c'est des antibiotiques, c'est ci, c'est ça. Donc moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas un obstacle, au contraire, et c'est se priver d'une belle rencontre. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Céline. Ouais, non, mais je pense qu'aussi ça donne aussi référence au consentement. On parle de consentement, mais pour être consentant, il faut avoir toutes les cartes en main, sinon c'est un peu compliqué. Et c'est ce qu'on disait, c'est une maladie parmi tant d'autres. Enfin voilà, on peut aussi un soir avoir une angine et du coup avoir mal à la gorge et pas envie de faire l'amour. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu du même ordre. Et bien effectivement, moi dès l'instant où je sais que je suis contaminée, je suis en phase effectivement où je suis en cours de traitement, je le dis, je peux pas avoir de relation, point, c'est comme ça. Mais dans quelques jours, je serai guérie parce que ça se guérit, et je peux l'expliquer, ça se guérit. Je me suis fait dépister, je suis honnête avec toi, j'ai un traitement, une fois que je serai guérie, il n'y aura pas de souci, et voilà quoi. Je pense qu'il faut vraiment jouer la carte de la transparence et de l'honnêteté. Je pense que dans tous les milieux de la vie, enfin à tout moment dans la vie, il faut être respectueux de soi-même et de l'autre, et donc de l'autre, parce que c'est ce que je dis, hein, quand on se respecte soi-même et on respecte l'autre, c'est vraiment ça la base. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent dans les relations intimes, quoi, dans les relations sexuelles. Je veux dire, voilà, c'est la base. On est honnête. Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un s'il n'est pas honnête avec vous? Enfin, d'autant plus quand on partage une intimité, c'est bien compliqué. C'est là où, quand vous parliez d'éducation d'une communauté, c'est là où c'est extrêmement important, parce que si dans cette communauté d'âge, en effet, on arrive à avoir une compréhension des enjeux des IST et plus largement du plaisir, du consentement, etc., finalement, on gardera que le positif de tout ça et que le plaisir à avoir une sexualité. Et ça, c'est plutôt très chouette. Mais ça suppose en effet une montée en compétences et en information Exactement, des personnes. exactement. Et c'est vraiment ce que Always Valentine veut faire. C'est pour ça qu'on s'appelle bien information, éducation et accompagnement. Parce qu'on est vraiment il y a toutes ces étapes-là qui sont importantes aujourd'hui auprès des seniors, clairement. Ce que tu nous disais, Bastien, justement, dans cette idée de parcours, c'est que le VIH, spécifiquement par rapport au VIH, c'était quelque chose qui arrivait à la fin d'un parcours, j'ai cru comprendre. Mais c'était peut-être pas très clair pour moi. Est-ce que tu veux bien En fait, c'est vrai que j'ai pas été vraiment. Tu as raison, c'est intéressant d'y revenir parce que le VIH, c'est la conclusion, entre guillemets. Alors, conclusion, je vais relativiser tout de suite, hein, d'un parcours de vulnérabilité. C'est-à-dire que. Ou de méconnaissance. C'est-à-dire que 8 cas sur 10 sont chez les personnes afro-caribéennes ou chez les personnes LGBT. Mais ce qui fait quand même 20% des cas qui sont chez les personnes françaises, nées en France, hétérosexuelles. Il y a à peu près 15% des personnes qui vivent avec le VIH qui ne le savent pas. Donc en effet, le VIH, c'est bien souvent, l'acquisition du VIH, c'est souvent
le signe soit d'une méconnaissance de sa sexualité, soit d'une sexualité discriminée, soit d'une précarité et de rapports violents, non consentis, voire de viol. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le VIH, quand on travaille le VIH, on ne peut que travailler le parcours des personnes. Et quand on travaille le VIH, évidemment, on travaille d'autres thématiques, et d'autres thématiques ont un impact sur le VIH. Mais c'est en ça que, quand je dis la conclusion, alors après, la conclusion, je relativise tout de suite, parce que quand on est une personne vivant avec le VIH, et quand on est sous traitement, je rappelle, on ne contamine plus sa ou ses partenaires. Donc, le véritable problème aujourd'hui, ça va être un problème social. Ça veut dire que je pense que toutes les personnes qui regardent actuellement peuvent se demander aujourd'hui si elles connaissent leur statut sérologique, ce qui n'est pas non plus sûr, loin de là, mais est-ce que moi, j'accepterais d'avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive? Je pense que chacun peut se poser la question. Je ne suis pas sûr que la réponse soit unanimement oui. Hein. Mais justement, ça nous permet aussi de travailler sur comment on voit une personne séropo, alors qu'aujourd'hui, encore une fois, une personne sous traitement ne contamine pas, c'est prouvé depuis 15 ans, etc. Mais c'est intéressant de se dire que le VIH, au final, c'est pour ça que des fois, on fait la différence entre VIH et autres IST, parce que le VIH est une maladie dont on ne guérira pas, à moins d'une révolution thérapeutique qui arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant qui n'est pas arrivée, alors que les autres IST, ce n'est pas le cas. Et surtout, le poids social de la maladie VIH. Alors déjà, avoir une IST, ce n'est pas simple, mais avoir un VIH, c'est évidemment discriminant. Et 40 ans après la découverte du virus, qui a été découverte donc en 1983, c'est dommage. Et donc, il y a une société qui doit évoluer. Mais, encore une fois, ça passera par une forme d'éducation et une forme de montée en compétence des communautés elles-mêmes. Et ce n'est que comme ça qu'on y arrivera à modifier l'image du VIH, à modifier où on en est, quoi. Ça me fait beaucoup rire parce que je vois la tête des institutions quand on parle effectivement de sexualité et de seniors. Alors là, on va rajouter sexualité, senior, VIH. Là, ça va être... Oui, je vois parce que j'ai échangé aujourd'hui avec un service à domicile qui s'ouvre quand même puisqu'ils sont OK pour avoir des conférences sur ce. Et en fait, si on leur dit, mais vous savez, on va aussi parler du VIH, mais je suis entièrement d'accord avec toi, hein, tout ça. Et qu'il faut former effectivement le plus de professionnels, d'aidants autour aussi des seniors pour que ce soit quelque chose que les seniors puissent aborder spontanément. Alors, on ne demande pas aux professionnels qui sont les plus proches des seniors de donner une réponse, mais de pouvoir accueillir ça et de pouvoir orienter. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Voilà. Si on leur dit juste, allez dans un Cégide parce qu'il y a un Cégide et qu'on a conscience que même le senior peut aller dans un Cégide, c'est déjà gagné, voilà, par exemple. Oui, c'est ça, avoir une solution. Ne pas laisser la personne ou ne pas faire semblant de ne pas avoir entendu, quoi. Voilà. Et surtout, même autoriser que la personne s'autorise à en parler. Parce que si on est un professionnel fermé, voilà, le senior l'entend et il n'en parle pas. Hein. C'est comme ceux que je vois avec le médecin traitant. Le médecin traitant n'en parle pas. Ils en parlent à demi-mot quand la porte s'ouvre. Et s'il n'y a pas de réponse, plus jamais ils en reparlent. C'est terminé. Oui, là, c'est fini. Ouais, là, c'est des perdus de vue, c'est des occasions manquées et c'est dommage. C'est ça. Dommage. Mais il faut en effet favoriser un parcours qui soit fluide et ça passe en effet par la discussion. Enfin, je veux dire, personne n'est télépathe. Mais il faut en parler. Sinon, mais je pense que comme vous le disiez, un H, préservatif, VIH, senior, je pense que ça mérite une campagne, quoi, clairement. C'est vrai qu'il y a une vraie révolution sociétale à attendre et là, aujourd'hui, elle doit être là. Elle doit être là. Les personnes sont là, ont des relations sexuelles, ont une vie sexuelle épanouie, les datas le disent. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, à voir si maintenant, si c'est les personnes elles-mêmes qui sont dans le tabou, les personnes seniors, pardon, ou si c'est les enfants et les petits-enfants qui ne veulent pas voir que leurs grands-parents, leurs grand-mères, leurs grands-pères ont des relations sexuelles et aussi voir aussi que. Alors, je vais prendre un cas qui est plus dans ce sens-là, mais quand le grand-père est malheureusement décédé, la grand-mère, elle a le droit, et je lui souhaite en tout cas, d'avoir une reprise soit de sexualité, soit une reprise de vie affective liée avec une sexualité, et tant mieux. Après, à quel moment on se l'interdit? Est-ce que c'est la personne qui se l'interdit ou est-ce que c'est l'image
parce qu'une grand-mère, c'est pas possible. Enfin, Mais à c'est, mais quel c'est, moment on doit faire modifier les choses? C'est exactement ça. Et nous, on précise bien qu'on n'est pas dans le prosélytisme, mais effectivement, on est contre effectivement l'autocensure, le tabou de la société qui amène à l'autocensure. Parce que il y a des seniors qui me disent ah ouais, je suis super content. En fait, j'ai une relation, ça y est, ça recommence. Mais comment mais je vais pas le dire à mes amis. Ah mais je vais pas le dire à. On est comme des ados, mais en fait, je vais pas le dire à mes amis, je veux pas le dire à mes enfants, je veux le dire à personne. Alors je suis heureuse, mais je le partage pas. Enfin, et du coup, ça devient n'importe quoi en gros. Hein. Alors que Et quand il on y a est vraiment, ça à je lever. dire que, Je t'en prie, excuse-moi. excuse-moi, mais quand on a un enfant ou un petit enfant, on a toujours envie que les grands-parents ils soient heureux. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête quand on est un senior, se dire en fait mes enfants ils ont envie que je sois heureux et réciproquement au final. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Et je pense qu'effectivement, il y a une partie de ça. Il y a aussi une partie, si les seniors s'affirment, ça aidera aussi, effectivement, peut-être la société à changer l'image en disant, oui, je vois mes parents, je vois ma mère ou mon père finalement heureux, même si j'avais des doutes, peut-être que ça remettra en question ces choses-là aussi. Il faut des modèles, en tout cas des modèles ou des ambassadeurs qui affirment leurs paroles et c'est une parole plutôt positive, encore une fois. Hein, je veux dire, avoir une sexualité, encore une fois, hein, c'est chouette. Donc c'est plutôt très positif, bien au contraire. Hein. Donc, il On faut est ces d'accord. ambassadeurs, il faut ces modèles. En attendant les campagnes, et puis peut-être j'étais en train de penser en même temps aux camions de dépistage qui passeraient en plus des campus un jour peut-être dans les résidences autonomie, etc. J'espère qu'on le verra un jour. Et que dans l'été dansant, il y a des préservatifs à disposition, masculins et féminins aussi. Voilà. Ah, mais c'est un vrai enjeu parce qu'on est fait sur les trottes, par exemple, les camions, ils vont toujours dans les lieux, en effet, où les critères de vulnérabilité sont des critères sociaux, mais jamais sur. Et pourtant, enfin, là, je fais mon autocritique, hein, l'association où je travaille et de moi-même, on ne pense pas y aller. Mais parce qu'on on a une représentation qui est très normée et il faut que nous aussi, en tant qu'acteurs en santé sexuelle, on ait une vision beaucoup plus large et là, et nous, on l'a pas. Et moi, je dis franchement, et je le dis très sincèrement, hein, au-delà de ce temps d'échange, moi, ça va me permettre vis-à-vis des équipes à avoir cet échange-là, de dire, mais en fait, on passe à côté de ça, on fait un doc sur parcours de vie, parcours de soins des personnes séropos seniors, mais en fait, avant de penser parcours de vie, est-ce qu'on peut juste penser à prévention et avoir nos actions qu'on fait pour les 18-25, qu'on les mette en place pour les personnes qui sont aussi exposées aux IST, qui sont les personnes de plus de 55 ans. Voilà, les datas le montrent. Donc ça va nous servir aussi à nous-mêmes, hein, pour être tout à fait franc. Avec grand plaisir pour cette campagne avec Always Valentine, avec nos ambassadeurs, avec nos ambassadrices. Voilà, et je pense qu'effectivement, ça, c'est hyper important. Ouais, clairement. Super. Céline, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je suis ravie qu'on puisse parler de ce sujet aussi librement et qu'on puisse imaginer des choses pour les seniors et qui se mettent en place prochainement. Je pense que vraiment, chez Always Valentine, ça nous tient vraiment pas à cœur. Donc, on est ravis de pouvoir rencontrer des intervenants qui ont le même souci, en fait, et qui peuvent faire leur autocritique en disant c'est vrai, on n'avait pas forcément pensé et peut-être que ce serait bien, effectivement, qu'on y pense aussi. Hein, et ça, je trouve ça super. Plaisir partagé et plaisir de continuer à bosser ensemble avec très grand plaisir et au service des publics surtout. Super, merci beaucoup, merci Bastien, merci Céline. Si ça vous convient, je vous propose qu'on termine ce live ici. Si ça vous va. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.